Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia Zaleski et je suis doctorante à Sorbonne Université et donc je vais vous présenter mes travaux de thèse. Donc d'abord je vais vous parler un peu du contexte de ma thèse et on va parler d'écosystème. Alors est-ce que vous savez ce que c'est qu'un écosystème? C'est trop fort? Non? Ok, c'est bon. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un écosystème? Et si vous savez pas ce que c'est qu'un écosystème, est-ce que vous avez une idée à quoi ça vous fait penser en gros quand on vous parle d'écosystème? Ouais, exactement. C'est exactement ça. En fait, c'est un ensemble. Donc, on va avoir plusieurs choses qui vivent ensemble. Donc là, j'ai pris un exemple d'un écosystème marin où on a des poissons. Alors peut-être qu'on a des grands poissons qui mangent les petits poissons qui mangent des algues, les petits poissons qui se cachent dans le corail, etc. En fait, un écosystème, ça va être des êtres vivants, des végétaux et tout ça qui vit ensemble dans un environnement. Alors moi, je vais pas étudier exactement des écosystèmes, je vais étudier ce qu'on appelle des écosociosystèmes. Alors là, on a juste pris le mot écosystème et on a rajouté la particule socio dedans. Donc socio, c'est la même racine que réseaux sociaux, sociologie, etc. Socio, ça définit en fait les relations humaines, donc les relations des gens les uns avec les autres. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un écosystème et à l'intérieur, on va rajouter des relations sociales. Un exemple de ça, ça pourrait être une plage. Alors moi, c'est l'exemple que je prends parce que donc mes directeurs de thèse, c'est-à-dire les gens qui travaillent avec moi, sont brésiliens et du coup, on étudie une plage au Brésil. Bon, alors c'est super sympa, mais en fait, tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant, on pourrait l'appliquer à complètement autre chose. Du moment qu'on a un écosociosystème, c'est-à-dire un écosystème avec des humains dedans. Donc là, pour l'exemple de la plage, on va regarder trois choses dans notre plage. On va regarder notre nombre de tortues, le nombre de tortues qu'il y a dans la plage, notre nombre de touristes, le nombre de touristes qu'il y a sur la plage, et l'argent que gagnent les pêcheurs. Donc on a des tortues, des touristes et des pêcheurs. Et on regarde le nombre de tortues, le nombre de touristes et l'argent que gagnent les pêcheurs. Et notre but, ça va être de voir un peu comment chaque grandeur va influencer les autres. Par exemple, est-ce que vous pensez que s'il y a plus de tortues, donc si le nombre de tortues augmente, est-ce que le nombre de touristes va augmenter ou va diminuer? Est-ce que les touristes vont plus venir s'il y a plus de tortues ou ils vont moins venir s'il y a plus de tortues? Ouais. Ouais, exactement. S'il y a plus de tortues, les touristes vont plus venir. Maintenant, s'il y a plus de touristes, eh bien, les pêcheurs vont gagner plus d'argent parce que les pêcheurs proposent des tours en bateau aux touristes et d'autres services. Par exemple, ils vont leur faire visiter le village de pêcheurs, ils vont leur apprendre à pêcher de manière traditionnelle, etc. Donc, s'il y a plus de touristes, on va avoir plus de pêcheurs. Et si les pêcheurs vont gagner plus d'argent. Et si les pêcheurs gagnent plus d'argent, eh bien, ils peuvent s'acheter des beaux bateaux et des grands filets. Et du coup, eh bien, ils vont prendre plus de tortues dans leurs filets. Et donc, il va y avoir moins de tortues. Donc là, on voit que s'il y a plus de tortues, il y a plus de touristes. S'il y a plus de touristes, les pêcheurs gagnent plus d'argent. Mais si les pêcheurs gagnent plus d'argent, eh bien, il y a moins de tortues. Là, ça commence à être un peu compliqué. Puis en plus, on va voir que il y a des influences dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a plus de touristes, donc si le nombre de touristes augmente, eh bien, il va y avoir moins de tortues. Est-ce que vous voyez pourquoi les touristes sont nocifs pour les tortues? Pourquoi s'il y a plus de touristes, il y a moins de tortues? Ouais, il y a les déchets. Oui. Ouais, il y a les déchets, le bruit, etc. Ouais, effectivement. Il y a d'autres réponses? Non, mais c'est déjà bien. Effectivement, donc là, ce que je vais regarder particulièrement pour cet exposé, ça va être les sacs plastiques. En fait, dans la mer, les sacs plastiques, on dirait beaucoup des méduses. Et les méduses, c'est justement l'encas favori des tortues. Et donc les tortues vont en fait manger les sacs plastiques en pensant que ce sont des méduses. Et du coup, ça peut les rendre très malades et elles peuvent mourir à cause de ça. Donc, pour résumer, si on a plus de tortues, on a plus de touristes. Mais si on a plus de touristes, on a moins de tortues.
Ensuite, si les pêcheurs gagnent plus d'argent, eh bien, ils peuvent s'acheter des beaux bateaux, par exemple mettre un toboggan à l'arrière de leur bateau ou un fond en verre ou quelque chose comme ça. Et comme ça, les touristes vont plus venir dans la réserve. Ils vont se dire c'est trop bien cette réserve naturelle, ce parc naturel ou cette plage, parce que les pêcheurs ont des super bateaux et proposent des super trucs. Donc, il va y avoir plus de touristes. Et enfin, si on a plus de tortues, eh bien, ça veut aussi dire qu'on va avoir plus de poissons dans la mer. Donc ça, donc je fais cette hypothèse en disant que si on a beaucoup de tortues, ça veut dire que a priori l'environnement dans lequel elles sont, donc la mer à côté de la plage qu'on regarde, est plutôt pas polluée et les animaux peuvent se reproduire bien et tout ça. Donc a priori, il n'y a pas trop de soucis. S'il y a beaucoup de tortues, il va y avoir beaucoup de poissons, et s'il y a beaucoup de poissons, les pêcheurs vont gagner plus d'argent. Ok, donc là en fait on voit qu'on a plein d'influences les unes sur les autres. Donc les tortues influencent les touristes, et inversement, et pareil avec les pêcheurs et tout ça. Donc ça peut devenir un peu compliqué de gérer le parc naturel. Donc là on se place dans un parc naturel ou une plage, et on va se demander justement comment on peut gérer ce parc naturel. Alors donc nous ce qu'on voudrait faire, c'est prendre des décisions dans le parc. Par exemple, se dire est-ce qu'il faut nettoyer la plage, est-ce qu'il faut donner une compensation aux touristes ou aux pêcheurs, est-ce qu'il faut ramener des tortues d'ailleurs pour qu'il y ait plus de tortues, etc. On veut savoir un peu comment on va faire pour gérer notre plage. Donc oui, voilà, c'est pour vous remettre un peu en tête le modèle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un modèle. On va en reparler tout à l'heure un peu. Dans notre plage, il va y avoir plusieurs personnes qui vont défendre leurs intérêts. On a par exemple une personne qui veut qu'il y ait beaucoup de tortues dans la mer. Elle veut défendre les tortues et son but, elle fait par exemple peut-être partie d'une association pour les tortues, pour la biodiversité, etc. Et son but, c'est qu'il y ait beaucoup de tortues. On a quelqu'un qui va représenter les pêcheurs, donc son but c'est que les pêcheurs gagnent bien leur vie. Et on va avoir quelqu'un qui représente toutes les personnes qui vivent du tourisme, par exemple les hôteliers, les restaurateurs, etc. Et elle veut qu'il y ait beaucoup de touristes dans la réserve. Alors, il y a plusieurs manières de gérer le parc, et là je vais vous en montrer deux, et ces deux manières qui sont implémenté au Brésil par exemple. Donc on va voir ça. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, moi je travaille particulièrement avec les gens au Brésil, mais en fait on pourrait imaginer que c'est ailleurs. Enfin, ça n'a pas trop d'intérêt. Alors la première manière de gérer la réserve, on va avoir plusieurs personnes qui sont impliquées dans la gestion. Donc on a l'expert ou l'experte, c'est la personne qui s'y connaît le mieux dans la réserve. C'est elle qui a fait plein de calculs, plein de prélèvements, elle s'y connaît vraiment super bien. Ensuite, on a ce qu'on appelle les acteurs sociaux. Alors ça, en fait, c'est juste les gens qui sont là. C'est des personnes qui ont un intérêt dans la réserve. Et c'est eux qui vont particulièrement subir la décision qui va être prise. Par exemple, si la décision c'est il faut arrêter de pêcher, eh bien c'est cette personne-là qui va particulièrement subir la décision. Donc c'est le pêcheur qui va particulièrement subir la décision de pas pêcher. Et ensuite on a le ou la manager, c'est la personne dont le métier en fait c'est de gérer la réserve. C'est elle qui va prendre la décision finale. Donc une manière de gérer ça, c'est ce qu'on appelle la manière participative, parce que tout le monde participe. Donc là, que ce soit l'expert, les acteurs sociaux, donc les personnes qui ont un intérêt dans la réserve, et le ou la manager, tout le monde participe de la même manière, tout le monde a le même poids dans la décision. Alors ça, est-ce que vous pensez que c'est plutôt bien ou plutôt pas bien? Donc qui pense que c'est plutôt bien de le faire comme ça? Évidemment. Ok. Et qui pense que c'est plutôt pas bien? Ok. Eh ben c'est super parce que tout le monde a raison, sauf les gens qui n'ont pas voté du coup. Mais en fait, bah oui, d'un côté c'est bien parce que c'est très important que tout le monde participe à la décision. Particulièrement donc les personnes qui sont là, parce que c'est elles, comme je disais tout à l'heure, qui vont subir la décision si on leur dit de pas pêcher. Donc il y a eu un exemple de ça au Chili.
où on a dit aux pêcheurs d'anchois que si on voulait qu'il y ait encore des anchois dans 5 ans, il fallait arrêter la pêche aux anchois pendant 5 ans. Et comme on peut l'imaginer, si on dit aux pêcheurs d'anchois d'arrêter de pêcher des anchois, eh bien ils peuvent ne pas être très contents, donc ça s'est très mal passé. Il y a eu des trucs qui ont été brûlés et tout ça. Donc on veut pas que ces personnes-là ne fassent pas partie de la décision. Le problème, c'est que dans cette méthode-là, eh bien, on a l'expert qui a la même voix, la même poids dans la décision que une personne qui veut peut-être juste construire un hôtel dans la réserve pour avoir plein d'argent. Donc ça, c'est peut-être pas super bien de faire comme ça. Une autre méthode, ce serait de dire que, puisque c'est l'expert qui a raison, a priori, c'est elle qui devrait prendre la décision, la passer au manager, et du coup, cette décision serait imposée aux différentes personnes. Donc, d'un côté, pareil, ça, d'un côté, c'est bien parce qu'on peut se dire qu'effectivement, c'est l'expert qui s'y connaît le mieux, et elle est a priori objective ou objective, donc c'est plutôt bien de faire comme ça. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas génial si on impose une décision aux personnes alors qu'elles ont pas du tout eu leur mot à dire sur cette décision. Donc, moi, mon but, c'est en fait de faire un assistant informatique qui va faire en sorte que chaque personne qui est là, ait le même savoir que l'expert. Donc, on va voir comment on peut faire ça et comment on peut faire en sorte que chacune des différentes personnes, donc en fait, on va leur donner plein d'informations et leur montrer est-ce que c'est possible en fait de faire ce qu'elles veulent pour la réserve. Alors, généralement, quand on a un problème en informatique, on utilise ce qu'on appelle l'optimisation. Alors, l'optimisation, vous utilisez ça très souvent, si vous utilisez des applications de transport en commun. Alors, par exemple, là, j'ai mis comment on fait pour aller de la gare de Toulouse jusqu'à ici. Et là, mon application, elle m'a proposé plusieurs choix possibles. Alors, à votre avis, pourquoi elle propose plusieurs choix et comment elle les choisit, ces différents trajets? Est-ce que, du coup, c'est pas au pif. Comment elle va? Ouais, effectivement. Donc il y a le temps et le temps, on veut généralement le minimiser. Donc on veut prendre le moins de temps possible. Après, on peut regarder aussi peut-être le nombre de changements, avoir le moins de changements possible. Peut-être le temps de marche à pied. On veut avoir le moins de marche à pied possible. Et bien, quand on dit je veux avoir le moins de quelque chose ou je veux avoir le plus de quelque chose, en fait, on fait de l'optimisation. Donc si on reste sur nos trajets, on peut regarder comment on fait pour choisir le meilleur trajet. Donc là, j'ai 2 axes. Donc plus je vais vers le haut, plus mon trajet il va prendre de temps de marche à pied. Donc plus je vais marcher. Et plus je vais vers la droite, plus mon trajet il va prendre de temps au total en fait. Donc et chaque croix va correspondre à un trajet. Donc là, par exemple, ce trajet-là, il va me prendre 1 heure au total et 30 minutes de marche. Et donc ce trajet-là, ça pourrait être marcher jusqu'au métro B, changer à telle station, etc. Donc ça me prend 1 heure au total et 30 minutes de marche. Donc à partir de ça, à votre avis, où sont les meilleurs trajets, c'est-à-dire les trajets qui vont être proposés par l'application? Ouais, je vois des signes. Effectivement, vous avez raison. Donc, comme nous, ce qu'on veut, c'est marcher le moins possible, on va essayer plutôt d'être en bas. Et comme ce qu'on veut, c'est que notre trajet prenne le moins de temps possible, on va plutôt être sur la gauche. Donc, en fait, les meilleurs trajets, ça va être ceux-là, donc ceux en vert. Il y a, par exemple, celui-ci. Donc, celui-ci, il est bien parce que il prend pas du tout de temps. Donc, c'est le plus rapide. Mais le problème, c'est qu'on va marcher pas mal. Du coup, si on veut pas marcher, on peut prendre celui-là. Celui-là, on marche pas du tout, presque pas. Mais au final, il va prendre plus de temps. Et on peut aussi faire un compromis. Donc, prendre un trajet qui, à la fois, on marche pas trop et ça ne prend pas trop de temps. Et parmi ces trajets-là, votre application, elle peut pas choisir pour vous. C'est pour ça qu'elle vous propose différents trajets. Peut-être que un jour vous avez mal aux pieds et vous allez prendre ce trajet-là.
et un jour vous vous sentez super bien et il fait beau, vous allez prendre ce trajet-là. Ou alors vous êtes pressé. Bon, alors ça c'est super bien et on utilise ça beaucoup, mais le problème c'est que nous on peut pas trop utiliser ça. En fait, pour nous, il n'y a pas vraiment de meilleure solution. On veut pas qu'il y ait le plus de tortues possible dans le parc. Et on veut pas que les pêcheurs gagnent le plus d'argent possible. Nous, ce qu'on veut, c'est d'abord se concentrer sur les objectifs, c'est-à-dire de faire en sorte que les différentes personnes soient d'accord sur ce qu'elles veulent obtenir. Par exemple, que les différentes personnes soient d'accord sur un nombre de touristes qui correspondent, qui conviennent à tout le monde. Si on fait cette méthode-là avec notre exemple, ce serait de dire, bon bah moi mon objectif c'est d'arriver dans maximum 1 heure. Donc par exemple j'ai un rendez-vous dans 1 heure et donc mon objectif c'est d'arriver avant 1 heure. Et donc je veux pas être à droite de cette ligne-là. Je sais que si je marche plus de 30 minutes, je suis fatiguée, donc je veux marcher moins de 30 minutes. Donc je veux être en dessous de cette ligne-là. Et donc dans ce cas-là, si on se concentre sur ces objectifs-là, toutes les solutions qui sont bonnes, ça va être toutes celles qui sont là. C'est-à-dire celles qui prennent moins de 30 minutes de marche et qui prennent en tout moins de 1 heure de trajet. Ben ça en fait c'est ce qu'on va faire avec nos tortues et nos touristes. Donc là pour l'instant j'enlève les pêcheurs parce que sinon on fait de la 3 dimensions, ça va être un peu compliqué à montrer. Mais on peut imaginer qu'il y a toujours les pêcheurs. Alors nous ce qu'on veut c'est avoir par exemple entre 500 tortues et 1500 tortues. Donc on demande aux personnes qu'est-ce que vous voulez pour la réserve et il y a une personne qui va nous dire voilà, moi je veux qu'il y ait plus de 500 tortues, parce que sinon les tortues vont être en danger, ça va pas. Et je veux qu'il y ait moins de 1500 tortues. Donc en fait, je veux me situer entre cette ligne-là et cette ligne-là. Et ensuite, on va faire pareil pour les touristes. Donc on va demander aux gens combien vous voulez de touristes dans la réserve. Et donc la même personne va nous dire, moi je veux qu'il y ait plus de 5000 touristes, donc je vais être au-dessus de cette ligne-là, mais moins de 1500 touristes, donc en dessous de cette ligne-là. Donc en fait, je veux faire en sorte que mon nombre de tortues et de mon nombre de touristes restent à l'intérieur de ce rectangle-là. Bon, et ça c'est ce à quoi va servir l'assistant. L'assistant, il va faire en sorte de savoir est-ce que c'est possible d'avoir à la fois entre 500 et 3000 tortues et entre 5000 et 15 000 touristes. Donc on va voir comment on peut faire ça. Donc pour faire ça, on utilise ce qu'on appelle la viabilité. Alors la viabilité, c'est une théorie mathématique et pour faire ça, on a besoin de 3 trucs. On a besoin d'un modèle, d'un objectif et de moyens d'action. Alors un modèle, c'est en fait une représentation de la réalité. On se demande comment se passent les choses en vrai et pourquoi. Un exemple de modèle, donc si on prend juste les tortues, on pourrait dire que en fait le nombre de tortues à un moment donné, c'est égal au nombre de tortues qu'il y avait avant, plus les naissances, moins les morts. Est-ce que jusque-là ça va? Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est dire que en fait les morts des tortues, on peut les séparer en 2 catégories. Il y a les morts de mort naturelle, plus les morts à cause des sacs plastiques. Donc en fait, le nombre de tortues à un moment donné, c'est égal au nombre de tortues qu'il y avait avant, plus les naissances, moins les morts de mort naturelle, plus les morts à cause du sac plastique. Ensuite, on peut dire qu'il y a en fait un sac plastique sur 100 qui va tuer une tortue. Donc en fait, le nombre de tortues mortes à cause des sacs plastiques, c'est le nombre de sacs plastiques divisé par 100. Et ensuite, on se dit qu'on se donne la possibilité de retirer des sacs plastiques. Donc en fait, le nombre de sacs plastiques, c'est le nombre de sacs plastiques moins ceux que je retire. Et donc, mon nombre de tortues, pour connaître le nombre de tortues qu'il y a à un moment donné dans le parc, je peux regarder le nombre de tortues qu'il y avait avant, plus les naissances, moins les morts de mort naturelle, plus le nombre de sacs plastiques, moins les sacs plastiques que je retire, divisé par 100. Et ça va me donner mon nombre de tortues.
Bon, ça c'est le truc le plus compliqué des trois, donc si vous avez compris ça, on est bon. Et si vous n'avez pas compris ça, on va y revenir un peu tout à l'heure. Alors, du coup, là j'ai mon nombre de tortues, et ensuite je me donne un objectif. Mon objectif, c'est que ce nombre-là, en fait, reste entre 500 et 3000. Donc l'objectif, c'est de se dire, je veux qu'à tout moment dans mon parc, il y ait plus de 500 tortues, mais moins de 3000 tortues. Et donc, pour que... en fait, je sais que le nombre de tortues dans le parc, c'est en fait égal à tout ce nombre-là. C'est-à-dire le nombre de tortues qu'il y avait avant, plus les naissances, moins les morts, etc. Mais pour que ce nombre-là reste entre 500 et 3000, eh bien, en fait, je me donne la possibilité de changer des trucs. Donc, c'est-à-dire que je vais choisir des paramètres, donc c'est des images ici, que j'ai le droit de modifier. Donc, je peux pas choisir n'importe quoi. Par exemple, le nombre de tortues qu'il y avait avant, bah ça, je peux pas le modifier. Moi, j'y peux rien. Le nombre de tortues qu'il y avait avant, c'est le nombre de tortues qu'il y avait avant. Les naissances, donc mon deuxième paramètre, les naissances, ça peut être modifié. Alors c'est fait parfois parce que en fait le problème avec les tortues, c'est que elles pondent beaucoup d'œufs, mais qu'il y en a très peu qui qui éclosent en fait, à cause notamment des braconniers et de la température du sable. Donc pour que les œufs éclosent, il faut qu'ils soient exactement à la bonne température. Ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple prendre les œufs et les mettre dans des couveuses, et comme ça, on pourrait influencer ce nombre-là, c'est-à-dire le nombre de naissances. Mais nous, c'est pas ce qu'on va faire pour l'instant. Nous, on va regarder autre chose. Donc, le nombre de tortues de mort naturelle, ça, on peut rien y faire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est le nombre de sacs plastiques que l'on retire. Donc, on peut retirer plus ou moins de sacs plastiques du parc. Ça veut dire qu'on peut changer ce nombre-là. Et ça, en fait, c'est notre moyen d'action. Je me dis, ok, pour faire en sorte que ce nombre-là reste entre 500 et 3000, eh bien, je me donne la possibilité de modifier ce nombre-là, donc le nombre de sacs plastiques que l'on retire, entre 100 et 200. Et avec ça, on va faire ça nous donne un problème de viabilité. Donc, un problème de viabilité, c'est on se pose la question, est-ce que c'est possible donc que le nombre de tortues reste entre 500 et 3000 en retirant entre 100 et 200 sacs plastiques. Donc on va voir si c'est possible. Là, plus je vais vers la droite, plus j'ai de tortues. Et mon but, c'est que mon nombre de tortues reste entre 500 et 3000. J'essaye par exemple de voir ce qui se passe si un jour, dans mon parc, j'ai 700 tortues. Donc si un jour dans mon parc, j'ai 700 tortues, et que je retire 110 sacs plastiques. Et ben là, je vois que je retire pas assez de sacs plastiques, je fais pas assez d'efforts, et en fait, mon nombre de tortues, il va descendre sous la barre des 500. Donc, je veux pas faire ça. Donc, j'essaye avec 170 sacs plastiques. Je retire 170 sacs plastiques. Et là, je vois que si un jour, j'ai 700 tortues, et que je retire 170 sacs plastiques, eh bien là, je reste entre 500 et 3000, et donc je suis contente. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ok, c'est cool parce que du coup on va passer en 2 dimensions. On va voir ce qui se passe du coup si on rajoute les touristes. Alors là, on a un objectif sur les tortues et un objectif sur les touristes. Donc l'objectif sur les tortues, c'est comme tout à l'heure, je veux qu'à tout moment dans mon parc, il y ait plus de 500 tortues, mais moins de 3000 tortues. Ensuite, j'ai un objectif sur les touristes, je veux qu'à tout moment dans mon parc, il y ait plus de 5000 touristes, mais moins de 10 000 touristes. Ok, donc en fait, ça correspond à mon rectangle que j'ai ici. Donc là, plus je vais vers le haut, plus j'ai de touristes, plus je vais vers la droite, plus j'ai de tortues. Et mon but, c'est de rester à l'intérieur du rectangle là, donc entre 500 et 3000 tortues, et entre 5000 et 10 000 touristes. Ok, donc je veux rester à l'intérieur de ce rectangle. Et pour rester à l'intérieur de ce rectangle, donc pour rester dans mes objectifs, je me donne 2 moyens d'action. Le premier, ça va être de fermer plus ou moins le parc. Donc
je ferme entre 0% du parc, c'est-à-dire que tout le parc est ouvert, et 20% du parc, donc c'est-à-dire 20% du parc est fermé. Et comme tout à l'heure, je me donne la possibilité de retirer des sacs plastiques entre 100 et 200 sacs plastiques. Comme tout à l'heure, on va prendre un point à l'intérieur de mon rectangle. Donc je regarde ce qui se passe si, par exemple, un jour j'ai 600 tortues et 9000 touristes. Donc si un jour j'ai 600 tortues et 9000 touristes et que je fais rien du tout, donc je ferme pas le parc et je nettoie pas les plages, donc je retire pas de sacs plastiques, et bien là je vois que je sors de mon rectangle. Donc un jour j'avais 600 tortues et 9000 touristes, et peut-être par exemple le mois d'après ou la semaine d'après, eh bien je vois que je suis sortie de mon rectangle, donc j'ai dépassé cette ligne-là, ça veut dire que j'ai moins de 500 tortues, et donc je suis pas contente parce que je voulais justement plus de 500 tortues. Donc ça va pas. Si je retire 110 sacs plastiques, là encore une fois je sors, donc c'est un peu mieux, j'ai un peu plus de touristes qu'avant, mais ça va pas non plus, j'ai toujours pas assez de tortues. Si je retire 150 sacs plastiques, ça va pas non plus, j'ai toujours pas assez de tortues. Si je retire 170 sacs plastiques, ça va pas non plus. Et si je ferme 20% du parc, ça va pas non plus. En fait, le problème, c'est que si un jour j'ai 600 tortues et 9000 touristes, eh ben, il est déjà trop tard. J'aurais dû me réveiller avant, j'aurais dû faire quelque chose avant, parce que là, c'est pas possible d'avoir plus de 500 tortues, juste avec ce que j'ai proposé en tout cas, si un jour j'ai 600 tortues et 9000 touristes. Donc en fait, mon but, c'est de pas arriver à ce point-là, parce que si un jour j'arrive à ce point-là, bah je sais que je suis fichu parce que je vais sortir de toute façon. Mais on se décourage pas et on va essayer de regarder un autre point. Donc ce point-là, par exemple, qui correspond par exemple à un jour où j'ai 2000 tortues et 6000 touristes, eh bien, si un jour j'ai ce nombre-là de tortues et ce nombre-là de touristes, et que je retire 110 sacs plastiques, eh bien là, je reste à l'intérieur de mon rectangle. Donc par exemple, un jour, j'ai ce nombre-là de tortues et ce nombre-là de touristes, je retire 110 sacs plastiques, j'arrive ici. Ici, je suis toujours dans mon rectangle. Ça veut dire que j'ai toujours entre 500 et 3000 tortues et entre 10 000 et 5000 touristes. Donc je suis contente. Bah ça c'est alors ce graphe là je l'ai fait un peu je l'ai fait comme ça, mais en fait on pourrait dire que enfin ce que je veux dire c'est que ça correspond pas à des simulations que j'ai fait, mais en fait on pourrait dire que bah c'est pas assez 110 sacs plastiques. Enfin par exemple on peut dire que ça pourrait être parce que les touristes en produisent 150 par exemple, et donc du coup bah il reste 40 sacs plastiques sur la plage, donc les touristes ils disent bah c'est pas génial d'avoir des sacs plastiques partout, et du coup voilà ils sont pas contents. Donc donc ces points-là en vert, c'est des points qui nous permettent de rester à l'intérieur de mon rectangle. Et en fait, tous les points comme ça, tous les points qui me permettent de rester à l'intérieur de mon rectangle, eh bien, c'est exactement les points que je veux. Et je les mets ensemble et j'appelle ça le noyau de viabilité. Bon, c'est pas moi qui appelle ça comme ça, hein, ça s'appelle comme ça. Mais voilà. Donc ça, c'est le noyau de viabilité. Et ça veut dire que si je suis dans le noyau, donc à l'intérieur de l'ensemble violet ici, donc si je suis dans le noyau, eh bien forcément, je vais rester à l'intérieur de mon rectangle. Mais du coup, ça veut dire aussi que si je suis pas dans mon noyau, je vais être sur un point rouge comme ça, un point de ce style-là. Et du coup, ça veut dire que si je ne suis pas dans mon noyau, forcément, un jour, je vais sortir de mon rectangle. Donc si je veux rester à l'intérieur de mon rectangle, donc mon rectangle qui correspond en fait à mes objectifs, avec les moyens que j'ai proposés, eh bien, il faut en fait que je reste à l'intérieur de mon noyau. Donc ça, on dit que ça, c'est viable. Donc mon problème, il est viable parce que j'ai un noyau de viabilité qui n'est pas vide. Ça veut dire que c'est possible de rester à l'intérieur de mon rectangle. Donc c'est possible d'avoir entre 500 et 3000 tortues et entre 5000 et 10 000 touristes avec les moyens d'action que j'ai proposés, c'est-à-dire nettoyer les sacs plastiques et fermer plus ou moins le parc.
Si j'ai rien, donc si par exemple je voulais plus de 7000 touristes, je dis non, moi je veux qu'il y ait toujours entre 7000 et 10 000 touristes, bah là je vois que c'est pas possible, mon noyau est vide et donc mon problème est pas viable. Donc ça c'est super bien, mais le problème c'est qu'on a vu qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient dans la négociation pour le parc. Donc ce qu'on peut faire, c'est en fait comparer leurs noyaux. Pour faire ça, on va en fait pouvoir comparer leurs moyens d'action et leurs objectifs. Donc là, par exemple, on a deux personnes qui veulent chacune des choses différentes. Il y en a une qui veut qu'il y ait entre 1000 et 5000 tortues, et l'autre qui veut qu'il y ait entre 100 et 2000 tortues. Est-ce que c'est possible de faire à la fois ce que veut l'une personne et l'autre personne? Est-ce que c'est possible d'avoir... Ouais, c'est ça. On peut faire entre 1000 et 2000. Donc en fait, quand on a deux personnes, on sait que chacun de leurs problèmes est viable. On va essayer ensuite de les mettre ensemble. Et pour faire ça, eh bien, on va effectivement prendre l'intersection de ce qu'elle voulait. Donc là, on peut dire qu'on va avoir entre 1000 et 2000 tortues, puisque cette personne-là, elle voulait qu'il y ait entre 1000 et 5000 tortues. Cette personne-là, elle veut qu'il y ait entre 100 et 2000 tortues. Donc comme ça, elles sont toutes les deux contentes, si on est entre 1000 et 2000. Et pour les touristes, elles veulent la même chose, donc c'est bon. Et ensuite, pour les moyens d'action, donc pour la manière dont elles comptent faire leurs objectifs, réaliser leurs objectifs, ben là, on voit qu'elles ne veulent pas la même chose. Donc ça, c'est un problème compliqué. Alors on pourrait leur dire juste, négociez entre vous et mettez-vous d'accord. Donc ça, c'est un truc qui est possible de faire. Mais bon, comme on est sympa, on aimerait bien les aider un peu. Ce qui est possible, c'est de faire un compromis et de faire en fait leurs deux moyens d'action. Comme ça, ce sera encore plus facile de rester à l'intérieur de cet objectif. Quelque chose d'autre, ça pourrait être un compromis entre les deux. Donc on nettoie un peu les plages, mais pas autant que cette personne voudrait. Et on ferme un peu le parc, mais pas autant que ce que cette personne voudrait. Donc ça, c'est quelque chose d'autre qu'on peut faire. Et une fois qu'on a un problème, donc ça nous donne un problème de viabilité, on va pouvoir regarder si c'est viable ou pas. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible de faire ce que veulent ces personnes-là, donc ces deux personnes-là, avec les moyens qu'on leur a proposés. Et si c'est possible, et ben du coup, les personnes vont être contentes parce qu'a priori, on aura respecté ce qu'elles voulaient et avec des moyens qu'on leur a proposés ou qu'elles ont proposés. Alors, est-ce que vous avez des questions là-dessus ou sur l'exposé général? Moi, sinon, je vais passer à la conclusion, du coup. Alors là, de ce dont j'ai parlé pendant cet exposé, ça non, parce que j'ai supprimé des slides, mais on a parlé du front de Pareto. Si ça vous intéresse de regarder un peu plus dans l'optimisation et dans les techniques d'optimisation pour trouver en fait les meilleures solutions, vous pouvez regarder ça. Si ça vous intéresse, tout ce qui est la prise de décision pour la gestion de la nature et ce qu'on appelle les biens communs, c'est-à-dire les espaces partagés. Ça s'applique très bien à tout ce qui est maritime, parce que la mer, c'est un espace partagé. Et il y a Elinor Ostrom qui a écrit un livre très très bien qui s'appelle La gouvernance des biens communs. Donc en fait, comment gérer les espaces partagés. Voilà, donc elle a eu le prix Nobel d'économie pour ce livre-là. Et la théorie de la viabilité, ça a été fait en 91 par Aubin. Et donc voilà, donc c'est un truc qui est assez récent donc même si vous n'avez pas tout compris, c'est quand même, c'est juste pour vous dire que c'est des mathématiques super récentes que même moi j'ai pas vu en master de mathématiques, j'ai vu ça que en thèse. Donc si vous avez compris ne serait-ce qu'un tout petit peu, vous êtes déjà super fort en mathématiques, donc bravo à vous. Merci. Comment ?
Oui, alors en fait, non, pas tout le temps, juste quand on est en fait à la frontière, parce que du moment qu'on n'est pas trop près de la frontière, on peut à peu près aller dans n'importe quelle direction, donc ça va. Mais dès qu'on s'approche un peu de la frontière, en fait, eh bien, on va être obligé de forcer la dynamique à aller dans une certaine direction. Et donc c'est là où on va être obligé de faire quelque chose. Mais du moment qu'on est à l'intérieur, ça va, il n'y a pas de... Ouais, en fait, oui, c'est plus ou moins ça. Disons que on essaye de faire... Enfin, disons que c'est mieux quand les personnes ont un grand noyau. Parce que si les personnes ont un grand noyau, effectivement, bah, et qu'on est au milieu, bah, on peut aller n'importe où, on sera toujours dans le noyau. Mais dès qu'on se rapproche un peu trop par exemple, tout à l'heure, on avait entre 500 et 3000 tortues, mais si on a 450 tortues, là, il faut commencer à se réveiller et à faire quelque chose, parce que sinon, on risque d'avoir pas assez de tortues. Mais du moment, si on en a 1500, bah là, c'est pas, on peut attendre un peu, en tout cas, avant de faire quelque chose. Voilà. Oui. Alors dans ce que je fais là, c'est je vais demander aux personnes qu'est-ce qui est important pour vous. Par exemple, il y a des personnes qui peut-être que par exemple au final le maximum de tortues c'est moins important que le minimum, c'est-à-dire que je veux surtout pas descendre en dessous de 500 tortues, mais si on a plus de 3000, bah c'est pas très grave. Et du coup là je vais plutôt essayer donc par exemple si un noyau est vide, et ben je vais essayer de regarder. Bon, ok, c'est vide si je veux entre 500 et 3000 tortues. Mais si je veux entre 500 et 4000 tortues, est-ce que c'est vide? Et en fait, je vais du coup... donc on appelle ça relâcher des contraintes, c'est-à-dire repousser en fait mon 3000 vers le 4000, 5000, etc. Pour essayer d'avoir un truc pas vide, par exemple. Je ne sais pas si ça correspond exactement à votre question. Et en fait, bon, on peut faire ça pour les maximums et les minimums, mais aussi pour les moyens d'action, etc. Donc on va demander aux personnes qu'est-ce qui est important pour vous, et on va essayer de garder ce qui est important pour elles, et de relâcher ailleurs, en fait, si leur noyau est vide. Alors là, c'est quelque chose que... Donc moi, j'ai des équations qui correspondent à mon parc, et on dit que en fait, on va regarder tous les mois, parce que généralement, c'est tous les mois qu'on peut vraiment faire quelque chose et qu'il y a un conseil, etc. On va pas changer toutes les semaines, par exemple. On va pas dire bah, une semaine, on va nettoyer, on va retirer 150 sacs plastiques, et la semaine d'après, on va en retirer 200, etc. Donc on se donne un mois, en fait. Et mes équations, elles sont sur une année. Donc en fait, on va regarder le nombre de tortues en moyenne sur une année, le nombre de touristes en moyenne sur une année, etc. Mais après, enfin, moi, je travaille surtout sur la partie informatique et la recherche de noyaux, etc. Le modèle que j'ai, c'est un modèle qui correspond à un parc fictif, en fait. Enfin, on s'est inspiré d'une réserve naturelle brésilienne, mais en fait, ça correspond pas exactement à la réalité, parce qu'on n'a pas vraiment de... Enfin, c'est ça un problème, un problème qu'on a. On n'a pas vraiment de données précises pour regarder. À cette année-là, on avait tant de touristes, tant de tortues, les pêcheurs ont gagné tant d'argent. Donc ça, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que c'est un peu compliqué parfois de faire des modèles. Voilà. Oui. Alors pour l'instant, c'est utilisé. Enfin, la première étape, c'est que ce soit utilisé pour la formation des gestionnaires de parcs. Et ensuite, alors dans l'idéal, oui. Le problème, c'est en fait encore une fois le modèle, parce que alors
on peut pas prédire exactement le nombre de tortues, le nombre de touristes, etc. Même s'il y a une petite marge d'erreur, c'est pas très grave. Mais s'il y a vraiment beaucoup d'erreurs, dans ce cas-là, en fait, ça sert plus à rien de faire comme ça. Donc nous, en fait, le but de ma thèse, c'est de faire une proof of concept pour montrer aux gens, voilà ce que j'ai fait. Et les mathématiciens venaient mettre vos modèles. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut s'appliquer aux tortues, mais aussi on avait pensé à faire la même chose avec les abeilles et les pesticides. Je sais que mon encadrante a utilisé ça pour l'eutrophisation des lacs, donc la pollution dans les lacs. Il y a plein d'applications, mais il faut des bons modèles derrière, parce que sinon, ça sert à rien. Universel avec leurs contraintes, hein, parce que bien sûr c'est simplifié, bien sûr les modèles mathématiques qu'on fait ils sont dépendants de la qualité des données de terrain et combien c'est difficile d'avoir des données sur les populations naturelles, mais je pense que ça peut vraiment être alors Ouais. d'apporter à des structures comme ça qui portent vraiment des instances à l'échelle internationale. Ouais. Ok, je connaissais pas, mais du coup je vais regarder. Mais effectivement, nous, ça nous intéresse beaucoup de travailler avec des gens qui sont un peu plus sur le terrain, quoi. Donc, ouais. Oui. Alors, ouais. Alors moi, je sais que c'est possible dans la viabilité. Le problème, c'est que en fait, il n'y a pas tant d'outils que ça pour calculer des noyaux. Et moi, celui que j'utilise, il permet pas de faire de l'aléatoire. Mais en théorie, c'est possible. C'est possible. En fait, ça fait que on a au lieu d'arriver sur un point, on arrive sur une bulle, ouais. Et du coup, après, mais en fait, déjà que le calcul de noyau est assez long. Enfin, assez long. Ça prend genre 15 secondes à peu près, mais c'est déjà, enfin pour l'informatique c'est long. Et donc, ouais, là j'ai 3 variables. Et après, plus on est précis, plus c'est compliqué. Mais comme quand les gens ont un noyau vide, j'essaie d'en chercher des non vides, mais qui soient le plus près possible de ce qu'ils ont dit. Et bien du coup, je lance plein de calculs et ça peut prendre quelques minutes, quoi. Et donc si en plus on rajoute de l'aléatoire et tout ça. Et pareil, plus on rajoute de variables, plus ça rajoute de complexité et tout ça. C'est ça. Voilà.